Esprit libre, esprit curieux, esprit bavard, esprit nomade, c'est toujours un plaisir de venir à votre rencontre, comme chaque dimanche soir, en seconde partie de soirée, ici, en direct du studio 1, pour vous offrir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle, qu'elle soit cinématographique, théâtrale, poétique, philosophique, architecturale ou littéraire. Et vous l'aurez certainement remarqué, de toutes les matières, c'est la littérature que l'on préfère. Et bien ce soir, nous reviendrons, nous analyserons, nous décrypterons quelques œuvres et également quelques côtés parfois même assez sombres d'un monstre sacré de la littérature algérienne qui nous a quittés il y a quelques temps seulement. Elle a écrit, elle a commis je ne sais combien d'ouvrages, journaliste, poète, chercheur, historienne, réalisatrice. Elle est réellement plurielle. De la soif, son premier ouvrage, juste après l'indépendance, en passant par Ombre sultane, Nulle part dans la maison de mon père, la disparition de la langue française jusqu'à un ouvrage sur lequel nous nous attarderons ce soir, à savoir Loin de Médine, la part des femmes, donc justement pendant la période de notre prophète, Mohammed, que le salut soit sur lui. Eh bien, tout ça, nous en parlerons tout au long de l'émission. Assia Djebar, une figure de l'aube, eh bien, c'est la thématique à laquelle vous êtes conviés. Vos questions, vos réactions et vos suggestions sur notre adresse cultureclub@entv.dz. Première invitée, plusieurs discours ce soir. Elle a consacré un peu plus de 60 ans de sa vie à la transmission du savoir, à l'enseignement et à la relecture de plusieurs de notre mémoire littéraire. Eh bien, elle n'est autre que Johar Amhis. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Je peux vous dire que votre ouvrage a conditionné la rencontre de ce soir. C'est paru aux éditions Kasbah. Johar Amhis, une figure de l'aube, je le rappelle encore une fois. J'ai comme l'impression que ce titre-là, vous l'avez emprunté à Mohamed Dib. Voilà. D'ailleurs dans le texte. Oui. Très bien, nous allons encore une fois revenir, parce que vous avez analysé plusieurs œuvres, dont, je le rappelle, encore une fois, Nulle part dans la maison de mon père, la disparition de la langue française, mais également... C'est des œuvres maîtresses quand même. Qui portent la littérature algérienne, effectivement. Merci de m'inviter pour cette deuxième séance, parce que... Elle méritait quand même. Tout à fait. Eh bien, on parle très souvent d'elle en tant qu'académicienne, comment dire, écrivaine, mais rarement en tant que réalisatrice. Et pourtant, il a rencontré dans les années 70, 80 et même 90. Il était à l'époque, si mes souvenirs sont bons et si je ne dis pas de bêtises, sous-directeur de la RTA, la radio-télévision algérienne, mais également directeur des services de production. Lui, c'est Ahmed Bejaoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, Ahmed Bejaoui, universitaire, auteur de plusieurs ouvrages, on va en citer deux: Cinéma et littérature arabe, la guerre d'Algérie dans le cinéma mondial. Et pour revenir donc justement à Assia Djebar en tant que réalisatrice, nous allons bien sûr nous attarder sur la Nouba des femmes chenois, tournée finie réalisée en 78, mais également Lazerda ou les chants de l'oubli. Toutes ces œuvres-là portent, comment dire, reviennent et analysent encore une fois cette Algérie plurielle où la femme est pratiquement omniprésente. Mais il y a un point sur lequel nous n'avons jamais parlé, sur ce même plateau du moins, c'est cette persécution et cet acharnement contre Assia Djebar. Ces films ont failli ne jamais voir le jour. Le pourquoi du comment, eh bien, nous allons parler avec vous ce soir. Merci en tout cas d'accepter notre invitation. Troisième invité aujourd'hui pour Assia Djebar, une figure de l'aube. Il est aussi pluriel, poète, écrivain. Il s'agit de Mohamed Rabalou. Bonsoir. Bonsoir. Universitaire. On a eu du plaisir à vous recevoir récemment pour un ouvrage de nouvelles. Oui. Voilà, et vous m'appeliez il y a seulement quelques semaines pour me dire il y a un hommage qui sera rendu donc justement à Cherchel pour rendre hommage à Assia Djebar. Mais avec vous, nous allons aborder un autre point justement, c'est le parcours journalistique et militant de Assia Djebar. Merci d'être avec nous, Mohamed Rabalou. Quatrième et dernier invité ce soir. Son magazine a plusieurs faits, ou du moins le Assia Djebar. Last but not least. Pardon? Last but not least. Voilà, vous avez bien. Quatrième et dernière invitée, c'est notre amie Nadia Sapri. Bonsoir. Bonsoir Karim. Écrivaine, la directrice du seul magazine entièrement consacré à la littérature, je le rappelle encore une fois, Livresque. Elle a fait la une, je le disais à l'instant avant d'être interrompue par cet animateur dont le sang depuis de très longues années, hein, c'est-à-dire depuis les années 60 jusqu'à ce jour, Ahmed Bejaoui. Elle a fait souvent la une de votre magazine à 2 ou 3 reprises. 2 numéros. Deux numéros entièrement consacrés à Assia Djebar. On a ressorti d'autres points
non exploités. Voilà. On pense qu'ils sont non exploités certains points. Eh bien justement, nous parlerons de S.H. Barr qui s'est approché à l'art pictural, mais également qui a préfacé plusieurs ouvrages. Préfacière. Préfacière, exactement. Nawal Saadawi, entre autres, Salah Gemrich. Un troisième auteur aussi, dont je ne me souviens pas du nom. Mais en fait, Assia Djebar, elle s'est intéressée à tous les points de la culture. Elle est la culture plurielle. Voilà. Femme plurielle, culture plurielle. Une figure de l'aube, comme le disait si bien. Et puis, un autre monstre sacré. L'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, à savoir Mohamed Dib. Question-réaction, Culture Club, @entv.dz. Rebonsoir, Johar Amhis. Alors, avant d'aborder, donc justement, d'analyser certaines œuvres d'S.H. Barr, si nous revenions, vous et moi, sur le discours d'intronisation de S.H. Barr à l'Académie française, il est lourd de sens, ça je peux vous le dire, et vous l'avez reproduit dans votre dans votre ouvrage, à la page 17, quand elle disait, je la cite, « La France, sur plus d'un demi-siècle, a affronté le mouvement irréversible et mondial de la décolonisation des peuples. Il fut vécu sur ma terre natale, en lourd passif de vies humaines, écrasées de sacrifices privés et publics innombrables et douloureux. Cela sur les deux versants de ce déchirement. L'Afrique du Nord a subi un siècle et demi durant dépossession de ses richesses naturelles, destruction de ses assises sociales et pour l'Algérie, exclusion dans l'enseignement de ces deux langues identitaires, le berbère séculaire et la langue arabe, dont la qualité poétique ne pouvait alors pour moi être perçue que dans les versets coraniques qui me restent chers. Elle est aussi revenue sur la part, justement, et le combat des femmes, et fière, bien sûr, de son patrimoine. Vous disiez, l'académicienne nommait pas ses sœurs, les nombreuses Algériennes qui se battent aujourd'hui pour leurs droits de citoyennes et les martyrs de la dessinée noire, écrivains, journalistes, artistes, femmes, hommes d'Algérie qui ont payé de leur vie le fait d'écrire, d'exposer leurs idées ou tout simplement d'enseigner en langue française. Effectivement, le discours à l'Académie française est un discours vraiment d'une force argumentaire incroyable. Pour nous, ça nous honore, bien sûr, mais voilà une femme qui va se retrouver dans un lieu prestigieux. Elle va, comment dire, elle va se présenter avec son costume d'académicienne, mais elle porte une épée fabriquée par ses ancêtres. C'est très fort comme signe. Comme symbole. Oui, bien sûr. Ouais. Et ce qui est formidable dans la manière de mener le discours à l'Académie française, il est de tradition de faire l'éloge du prédécesseur, celui dont on va occuper le fauteuil. Et c'était justement un grand juriste qui a beaucoup milité pour le droit, c'était Georges Vedel, qui écrivait que le droit, même, comment dire, même rugueux, est une frontière entre l'homme et la bête. Elle insiste beaucoup sur Georges Vedel, qu'elle ressuscite, et plus elle donne une image, plus elle ressuscite ce personnage prestigieux, ça rejaillit sur elle puisqu'elle va occuper son fauteuil. Donc, dans un premier temps, là, on voit vraiment la femme profondément algérienne, on voit l'historienne et on voit la femme courageuse qui, dans un amphithéâtre comme l'Académie, ose faire allusion à la colonisation, mais d'une manière tellement habile, tellement que vraiment, c'était magnifique comme discours. Donc, en tant qu'historienne, donc elle parle de la colonisation. Et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'elle se place sur le même plan littérairement que ceux de l'Académie. Donc elle n'a pas de complexe. Dans ce qu'elle se rappelle de l'histoire, elle fait référence à des historiens pour montrer à l'Académie que nous n'étions pas des barbares. Donc elle va loin s'en faut. Elle va parler d'Apulée, elle va parler de Tertullien, qu'elle n'aime pas beaucoup, elle signale qu'il était misogyne. Et c'est là qu'on prend conscience que le voile des femmes n'est pas musulman. Tertullien, 2 siècles après Jésus-Christ, tenait des propos misogynes insupportables concernant la femme. Il faut savoir que Tertullien était un berbère
un berbère romanisé, qui était au début qui était païen et qui s'est converti par la suite à la religion de l'époque. Et c'est pour montrer justement que ça va poser le problème du voile des femmes et de rapport au corps avec les femmes. Et elle signale beaucoup à Chadjubar cette obsession de l'homme par rapport au corps de la femme. Qui ont souvent habité pratiquement toutes ses œuvres. Hein. Ah oui, Très souvent. L'Algérie, la femme oui, et le rapport au corps. Oui, oui. Ouais. Ahmed Bejaoui? Oui, Johar, je voulais juste signaler qu'elle m'a envoyé à un moment donné, dans les années 80, un scénario, peut-être un peu plus tard même, oui, fin des années 80, un scénario qui s'appelait La beauté de Youssef et qui était sur le voile, en disant, en fait, sa théorie, c'était que on avait voilé les femmes pour éviter le trouble que ça provoquait chez les hommes. Et qu'en réalité, il fallait voiler les hommes. Voilà, on lève le voile ce soir sur Assia. C'est un très beau scénario qui n'a jamais vu. Tout à fait. C'est dommage. Et elle avait un amour sans fin par rapport au cinéma, pardon, hein, même si elle n'a réalisé que 2 films documentaires, un long métrage. c'est dense, c'est dense. C'est assez dense. On va revenir, si vous le permettez, Joël Mahis, n'oubliez pas vos questions sur cultureclub@20tv.dz sur son rapport à la langue, cette langue du dominant qui s'est, j'allais pratiquement dire, imposée à elle. Alors, moi, ma première rencontre littéraire, livresque, c'est L'amour et la fantasia. C'est un livre qui m'a vraiment intéressée très profondément parce qu'à cette époque-là, elle posait tous les problèmes de la biculturalité, de l'usage du français. Elle se livre à tout un questionnement. Sur la tradition et la modernité. Voilà, c'est justement cela. Et ensuite, tous les thèmes qu'elle a abordés dans L'amour et la fantasia, elle va les reprendre d'une manière beaucoup plus approfondie, et la disparition de la langue française. La disparition de la langue française, elle affirme son utilisation sans aucun complexe. Sans aucun complexe. Elle dit c'est le lieu du creusement de ma mémoire, c'est une langue qui me permet de me masquer parce qu'il est difficile de se dévoiler. Le français établi, ça m'est arrivé parce qu'on est presque de la même génération, pardon. On parlait de son rapport à la langue. Oui, Elle disait que la langue française était pour elle un voile qui lui permettait de dire des choses qu'elle n'aurait pas dites dans la langue. Et dans son livre, attendez, mais dans son livre, le personnage ou l'acteur central dans la disparition de la langue française n'est que Berkane, qui revient 20 ans après. Il revient 20 ans après. Pour écrire un roman. Tout à fait, exactement. Et donc, dans cet Alger en contrebas de la Casbah. Une œuvre en 3 tableaux. Premier tableau, il arrive donc avec l'idée d'écrire un roman, et puis il y a une histoire d'amour. Ensuite, il veut retrouver la mémoire de son enfance. Il se rend comme elle, très souvent. Il se rend donc à la Casbah, espérant reprendre, retrouver les émotions qu'il avait éprouvé quand il était jeune. Après sa séparation avec sa femme. Ah oui. Et donc, Berkane va se rendre compte que ce lieu de mémoire est détruit. Et quel rapport avec la langue française? Il dit, quand il y avait les Français, ils ont sauvegardé quand même de l'art. La langue française, c'est un outil conceptuel. Donc, il est complètement malheureux que ce lieu symbolique, que ce lieu de mémoire soit détruit. Et deuxième tableau. Troisième tableau, il décide d'aller aux sources, à ses origines, qui sont d'Hélice. À l'époque, il y avait encore un peu de calme, c'est l'époque terroriste, bien sûr. 1993, elle aborde en troisième partie. Et donc, il se rend à Délice et il n'est plus jamais revenu, il a été victime. Donc, ce qui est important, c'est que la langue française, pour elle,
c'est vrai, est un outil, mais c'est aussi une langue qui la protège et qui lui permet de dire beaucoup de choses. Il y a 2 romans qui reviennent principalement, si je me trompe, vous me rectifiez, Johar Amhis, je parle sous votre contrôle, nous vous en parlions à l'instant, la disparition de la langue française, mais il y a également Loin de Médine, cette Algérie tourmentée où les femmes ont été en premier lieu les premières victimes de ce terrorisme et de toutes ces fatwas, encore une fois, et elle choisit de ramener, de discuter, de nous inviter à entendre les voix de toutes ces femmes qui ont accompagné le prophète pendant une période très importante. Donc justement, on les entend et c'est une façon à elle également de restituer la part et la place de la femme dans toutes les sociétés, particulièrement musulmanes. La jonction avec les femmes de Médine se fait tout à fait naturellement. Il y a une continuité entre la maison de mon père et le besoin de retrouver ses aïeuls. Comme disait Jamal Benchir dans un livre qui est formidable, qui s'appelle « Les contes des mille et une nuits, la parole prisonnière », il dit la parole n'a jamais cessé de se dire, mais elle n'a jamais été entendue. Or, Assia Djebar, issu d'une société patriarcale, va oser prendre la plume et parler. À l'époque, c'était mon époque aussi, écrire c'était une hérésie, chanter c'était une hérésie. Et dans ce rapport au corps dont elle parle souvent, elle n'accepte pas qu'on s'approprie son corps. Et là, on voit que dans la danse, dans les transes, dans l'observation de ses aïeuls. On le voit dans les loubas des femmes du Mont-Chinois aussi. Voilà, hein. On va en parler dans quelques instants. Tout à fait. Béjaoui d'en parler. Donc, une société patriarcale, elle va dire, elle va parler, mais en même temps, elle sent qu'avec la société dans laquelle elle a vécu et la société moderne, il y a quand même pas une rupture, mais il y a quand même un décalage. Il y a quand même un décalage. Donc, tout ça la tourmente. Elle se pose la question, est-ce que mon père a eu raison de m'envoyer à l'école française? Est-ce que ça ne me coupe pas de mes aïeuls? Elle a toujours été dans le questionnement. Hein. Oui, elle est dans le questionnement. Même pour l'écriture. Assez porté et habité par la torture. Même pour l'écriture. Même pour l'écriture, elle se pose des questions. À quoi ça m'a servi d'écrire? Heureusement qu'elle a écrit. Et dans ses lectures, dans ses réflexions, avec ses aïeuls, ces voix qui m'agressent, qui m'assiègent, elle va faire la jonction avec les femmes de Médine. Mais c'est comme dans, vous en parliez à l'instant, comme dans son ouvrage, Nulle part dans la maison de mon père, voilà. Il y a une forme de quête mémorielle où elle se présente, et elle nous présente donc justement sa famille, le rapport homme-femme et le rapport justement au corps. Oui, et Nulle part dans la maison de mon père, il faut le comprendre au sens très large. Elle n'a pas sa place nulle part. Cette phrase a été prononcée par la fille du messager, Fatima, qui a été dépossédée de l'héritage de son père après la mort de son père, par des compagnons. Mais toutes les femmes qui gravitaient autour du prophète, que le salut soit sur lui, dans Loin de Médine, elles étaient toutes libres et libérées de toute contrainte. Ça, c'est une chose extraordinaire. Hein. Elles étaient éprises de liberté, toutes ces femmes-là, et nous les entendons presque dans l'ouvrage. Elle leur donne des voix. Oui. Et le choix d'aller vers Médine, puisqu'elle a arrêté pendant un certain temps son travail d'écrivaine pour se consacrer à ses recherches. Et elle a voulu montrer qu'au temps du messager, les femmes s'impliquaient dans la propagation du message parce qu'elle savait que pour elle c'était une ouverture et que c'était une chance. Comme l'itinéraire Kulthum qui figure d'un des personnages importants dans l'ouvrage Loin de Médine. Elle a transgressé plein de lois à l'époque du prophète. Bon, pour le préciser, Mohamed Robalou. C'est fait pour ça. Il faut... dans la maison de mon père, peut-être sur le plan du réalisme littéraire, délirant. Parce que la maison de son père pratiquement est en ruine. On a fait un petit CD avec Mme Rachid Rezaghi et on a filmé la maison qui se trouve juste à côté. C'était des mémoires oubliées. Elle était, je la voyais pénétrer dans une autre maison qui appartenait à une membre de la famille. Donc, c'est peut-être, il y a ce côté réaliste où elle ne trouvait pas la clé, parce qu'elle est en ruine, à la Casbah de Cherchette. Donc,
Et il y a aussi une autre hypothèse, peut-être sur le plan de cette incompréhension qui s'adressait envers elle. Voilà. Je crois qu'il faut prendre vraiment au sens très large. Nulle part dans la maison de mon père, elle se rend compte qu'elle n'a pas d'existence. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, pour avoir repris la parole de la fille du messager, est très significative. Dépossédée. Et le fait que ce qui a été le déclic pour elle aussi, nulle part dans la maison de mon père, c'est quand le rapport à son père. Oui. Elle sacralisait l'histoire du vélo. L'histoire du vélo et l'histoire de la lettre. Que même son père, Voilà. dans la maison de son père, Voilà. Il y a une interdiction. Elle raconte les problèmes qu'elle a cachés. À 5 ans. Le sacré, elle désacralise. Il lui avait interdit de monter et de prendre le vélo. Elle jouait dans la cour. Exactement. Dans une cour protégée avec un petit camarade. Elle avait 5 ans. Le père arrive, il pique une colère extraordinaire, et c'est la résurgence de l'atavisme. Il a beau avoir été insulteur, il avait elle beau parle souvent de son avoir... rapport avec son père. Mais c'est vrai que l'atavisme est très fort. Ça irrigue le titre nulle part. Alors Cherchel a également habité pratiquement plusieurs ouvrages de S.H. Jabbar jusqu'à son 16e roman, à savoir donc La femme sans sépulture, où là elle revient encore une fois, elle questionne la mémoire et l'histoire d'une des premières combattantes, à savoir Zulekha. Elle fait un travail de mémoire, parce que La femme sans sépulture, c'était pour elle une nécessité. Parce qu'en revenant à Cherchel, Zulekha faisait partie de la mémoire collective. Mais rien n'avait été écrit sur elle. Donc, la quête du passé, c'est la quête. Toujours et encore. Oui. La quête mémorielle. À un moment donné, à travers l'écriture de ce 16e roman, elle va à la rencontre des 2 filles de Zulekha Oudey, c'est Hania et donc Mina. Oui. Mais voilà. Là c'est et cette question obsessionnelle de ces filles, donc justement, où trouver le corps de ma mère? Pour faire le deuil, il faut absolument avoir un lieu de recueillement. Et comment dire, S.H. Jabbar donne des éléments, ce qu'elle a pu récolter. Mais il y a un travail beaucoup plus approfondi qui a été fait par M. Bouchama, où il aborde la question d'une manière très, très humaine, très profonde. Et il a fait un travail extraordinaire de mémoire. Oui. Voilà donc S.H. Jabbar, une figure de l'aube. C'est l'ouvrage qui nous a réunis ce soir pour évoquer la mémoire de celle qui porte encore une fois, je le rappelle, la littérature algérienne. C'est paru aux éditions Casbah. Question-réaction, cultureclub@20tv.dz. Rebonsoir Ahmed Bejaoui, parlez-moi de votre première rencontre avec la réalisatrice S.H. Jabbar. Nous sommes, j'imagine, à la fin des années 70. Oui, dans les années 60 déjà, la première rencontre, c'était autour de la cinéphilie. Oui. C'était une femme qui aimait le cinéma profondément, charnellement, je veux dire pas superficiellement. Elle n'a jamais fait rien de superficiel. Elle n'a pas eu l'opportunité. Donc, elle aimait des grands cinéastes, pas les plus faciles. Ces 2 modèles, je me souviens, elle venait à la Cinémathèque quand j'y étais, et on discutait sans arrêt de cinéma, bien avant que je commence à faire mes émissions C'était les ciné-clubs. Voilà. Et donc, on parlait de cinéma, et ces 2 modèles, c'était Pasolini et c'était Bergman. C'est quand même pas les plus faciles à aborder. Et là, quand on revoit les 2 films qu'elle a fait, surtout La Nouba, on voit l'empreinte de ces 2 grands. Pasolini était un poète, écrivain comme elle, et réalisateur. C'était un modèle absolu. Et finalement, on oublie que Bergman était un homme de théâtre avant d'être un homme de cinéma. Un homme de l'écrit et du verbe. Donc c'est ce côté, comment donner une sonorité au verbe et une image au verbe, comment le verbe peut devenir action. C'était ça son obsession. C'était ça son désir de cinéma. Parce qu'elle a eu un désir de cinéma très tôt. Et ce n'est pas parce que, bien sûr, elle a été contrainte un peu par une ambiance délétère qui régnait au début des années 70, d'abandonner l'écriture. Elle n'était pas la seule. Kate Biasine est passée par là, Malek est passé par là, et ils ont été complexés. On leur a infiltré dans leur cerveau le complexe de la langue française. Et, le rapport à la langue. Le rapport à la langue qui était traumatisant. Tout à fait. Et puis certains événements, certaines
certaines sentences, disons, de certains hommes politiques qui ont profondément blessé Assia Djebar. Et donc, elle a décidé d'arrêter d'écrire en français puisque l'ambiance générale de cette époque-là, c'était vraiment délétère, c'était la curée. Et son désir de cinéma, elle pensait que, à un moment donné, elle est venue nous voir. Le premier contact officiel s'est fait avec Abdelrahman Al-Rouati, qui était l'ami de son frère Samir Himalayan. Samir Himalayan. Et qui était vraiment son copain. Donc il est venu nous voir, il est venu voir Al-Rouati. Et ensuite, Al-Rouati m'a appelé dans son bureau, il m'a dit j'ai Samir dans mon bureau. Et jamais n'aurait frappé à une porte pour dire aidez-moi, je vais faire un film. C'est son frère qui a pris sur lui parce qu'il... Il faut qu'elle le fasse, il faut qu'elle le fasse. Donc, et ensuite, c'est moi qui ai pris contact avec elle. Donc, comme on se connaissait, c'était beaucoup plus facile. Mais Al-Rouati a été, Abdelrahman Al-Rouati, a été formidable. Et pour la Nouba des femmes du Manchenois et pour la Zarda, bien sûr, les deux films des ont chants été de faits femmes pendant cette contre l'oubli. Là, où lui était directeur général, moi j'étais directeur des services de production. Et donc, il l'a couvert totalement. Il a fait front devant les attaques des uns et des autres. Comment vous expliquez justement aujourd'hui, presque 50 ans après, cette persécution, cet acharnement dont elle a été victime, Ahmed Bejaoui, la Nouba des femmes du Manchenois, qui ont glané je ne sais combien de prix à l'international. Oui, qui a eu le prix, le seul prix qui a été distribué à Venise à l'époque. J'étais avec elle à Venise, on est parti, et on avait une salle de 1000 personnes à la conférence de presse. Tous les spectateurs italiens sont venus. Il y avait une minorité de journalistes et les gens étaient debout avec une standing ovation. C'était extraordinaire, c'est une reconnaissance. Alors que, auparavant, le film passe à la cinémathèque. Bon, il passe d'abord à Téléciné, il passe dans mon émission. J'avais des invités, je les attendais dans le couloir de là. Beaucoup ne sont pas venus. Ben Hedouga est venu. Tahar Djaout. Tahar Djaout est venu. Et tous les autres se sont désistés. Tous les autres se sont désistés. Ensuite, le film passe... Elle n'est pas venue, elle avait peur. Ouais. Elle était évidemment, d'abord elle était d'une nature extrêmement réservée. Aller à l'antenne et se montrer, c'était plus fort que ce qu'on pouvait lui demander. Donc elle m'a dit, fais l'émission, voilà. Bon. Bref, le lendemain, donc quelques jours après, le film passe à la télévision, elle se fait éreinter, à la cinémathèque, elle se fait éreinter. Et à l'entrée de la cinémathèque, il y avait un cinéaste qui faisait signer une pétition contre elle, parce qu'il considérait qu'il y avait des cinéastes officiels, et elle n'avait aucune légitimité à tourner. J'ai eu un docteur de l'université qui est venu me voir en me disant « Vous faites tourner Assia Djebar, et moi aussi je vais faire un film. » Je lui ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Il m'a dit « Pourquoi pas moi ?» Je lui ai dit « Mais parce que dites dans la rue qui est Assia Djebar, je donnerai votre nom, je ne crois pas qu'il y ait le même écho. » Voilà ma justification, et pour nous, ça a du sens. C'est une femme qui a réconcilié l'histoire avec le cinéma, le film et l'histoire. C'est une femme qui a donné le sens à la réflexion historique. C'est une des rares personnes dans le cinéma qui a su raconter la résistance à travers les voix de femmes. Elle disait d'ailleurs dans la Zerda... Elle partait à la rencontre de ces femmes. La mémoire est un corps de femme. La mémoire est une voix de femme. Et donc, la Nouba des femmes du Manchenois, lorsqu'il est sorti, ensuite il a été... On va voir quelques images là. Il a été présélectionné à Carthage, journée cinématographique de Carthage. Et à l'époque, il y avait Fatma Hamama qui était présidente du festival. Une délégation de cinéastes algériens fait pression sur elle et fait retirer le film. Et ça, il y avait un journaliste algérien d'Algérie Actualité qui a raconté cette aventure en détail. Et donc, ils lui disent, mais c'est un téléfilm, elle n'a pas de légitimité. Et ils ont fini par retirer le film. Ça a été pour elle terrible. Elle était effondrée, mais effondrée, et elle a commencé à douter, parce que c'est pas quelqu'un qui plastronné, je dirais. Donc, je pense que j'ai raté mon Parce qu'elle était femme ou parce qu'elle était élitiste? Parce que la question, c'est un mystère. C'est terrible, Ahmed Bejaoui. Hein. Même lors de son intronisation à l'Académie française, on n'a pas été tendre avec elle. C'est juste terrible. On revient à son rapport à la langue, on revient encore une fois à son rapport à son corps de femme, on revient à son rapport à la France. Mais parce qu'elle était différente, parce qu'elle avait en elle accumulé un certain nombre de facteurs
acteur, une femme, une chercheuse, une historienne, moderne, une militante. Moderne, c'est surtout ça. Une femme moderne. Une femme qui voyait l'avenir, parce que dans la Nouba des femmes du Bon Chinois, le dernier passage de cette chanson qu'elle a écrite, cette magnifique chanson qu'on n'entend jamais à la radio, que je ne comprends pas. Bon, c'est une merveille. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Et elle parle de ces femmes qui enlèvent leur voile. Ouais. Et tout le film se termine par le voile qui s'enlève et on voit l'avenir. Elle voit l'avenir avec un optimisme extraordinaire. Sans oublier la Zelda Les Champs avec la musique de Bella Bartok. Hein, Bella Bartok. Je voulais juste terminer pour la Nouba des femmes du Mont Chinois. Donc le film, elle est effondrée, elle fait une dépression pratiquement après cette histoire, cet épisode de Carthage. Et quelques jours après, un ami m'appelle et me dit Carlo Lizzani, qui était président de la Mostra de Venise, veut voir des films. On lui a dit qu'à la télévision, il y avait de beaux films. Et je lui montre des films sur une table, je lui montre sur une petite table de montage le film d'Assia Djebbar. Il tombe raide devant ce film. Il me dit, mais ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un film aussi jeune, aussi frais, aussi vrai. Et il le sélectionne. Et à ce moment-là, elle a le prix. Et bien sûr, ça fait taire toutes les mauvaises langues. Comme d'habitude. Voilà. A-t-elle un jour rencontré Mohamed Zinet? Bon, pourquoi je vous parle de Mohamed Zinet? Parce que le film a été restauré, vous l'avez présenté à Berlin il y a seulement quelques jours, et ce fut un succès terrible. Hein. Extraordinaire. Parce Moi, que j'ai vu 5 fois. À le revoir maintenant, mais il faut le voir dans sa restauré. Totalement restauré, plan par plan. C'est une merveille, parce qu'il y a Kham dedans, qui peint en direct, il y a Mohamed Anqa. Il y a Momo aussi. Il y a Momo, il y a tous ses amis, tous les gens. Le film commence par Ya Bahjati. C'est extraordinaire. Cette complainte. Il y a une fraîcheur, une jeunesse dans ce film. 50 ans après, on a l'impression que c'est un film futuriste. Il est même en avance sur le temps actuel. Avant-gardiste. C'est extraordinaire. Bref, je pense qu'elle l'a connu. Encore qu'il était difficile d'avoir des rapports réguliers avec Mohamed Zinet. Hein, vous voyez, Alors, on parlait en début d'émission de Assia Djebbar, l'écrivaine. Avec vous, on parle d'Assia Djebbar, bien sûr, la réalisatrice à travers La Nouba des femmes également, Zelda. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une forme, je peux me tromper, cela dit en passant, Ahmed Bejaoui, mais il y a une œuvre. J'ai eu du plaisir à lire, à relire avec un énorme plaisir, à savoir Ombre Sultane. Et j'ai comme l'impression qu'il y a ce rapport au cinéma, cette écriture cinématographique assez importante. C'est presque une déclaration d'amour à son rapport et à la littérature et au cinéma. Vrai ou faux ? Il faut se dire deux choses qu'elle me racontait, qu'elle m'a écrites. C'est que, d'abord, le cinéma lui a libéré la parole. C'est-à-dire à partir du moment où elle a pu s'exprimer et donner une image à un son, elle s'est dit, maintenant, je peux écrire. Je n'ai plus cette contrainte, ce poids. Deuxièmement, de manière concomitante, elle a eu la reconnaissance des salons allemands. Les Allemands ont joué un rôle très important dans la libération de la parole d'Assia Djebbar. C'est-à-dire que ce n'est pas en France qu'elle a été reconnue, c'est en Allemagne. Elle a eu le premier prix littéraire en Allemagne. Ensuite, il y a eu le prix, juste avant de Venise, le prix des libraires. 2001. Et ça a été, elle a été rassénérée. Donc, bien dans sa peau pour une fois. Elle qui était si tourmentée. Donc, je voulais juste prendre une séquence. Johar parlait tout à l'heure de la danse dans Vaste et la prison. Elle en parle beaucoup, elle parle du corps, etc. Traite de manière profonde, de manière tellement belle et subtile, et forte, et en même temps discrète, et en même temps tellement érotique, et tout est là. Il y a une séquence, tous les ingrédients d'archives, puisque la Zelda est un film d'archives. Tout à fait. Alors, actualité, entre parenthèses, je n'ai pas lâché Assia Djebbar et le cinéma, puisque je suis revenu de Berlin avec le film La Zelda ou les Chants de l'oubli numérisé par la Cinémathèque de Berlin. Ça fait 2 ans que je travaille avec la télévision algérienne pour faire numériser ce film, et nous l'avons numérisé. Et vous savez ce qu'on va faire ? C'est un scoop, parce que c'est le premier. On va voir juste un petit passage, je le rappelle encore une fois, de La Zelda ou les Chants de l'oubli d'Assia Djebbar. Regardez.
Voilà. Alors, les femmes, toujours et encore. les femmes sont garantes de la mémoire. Les hommes sont prêts à faire des sacrifices et à faire des compromissions. C'est la base de l'oubli. Et la première séquence que vous avez montrée de cet extrait, parce que je voulais en parler, c'est comme un miracle, c'est cette femme qui danse. C'est un plan d'archives que nous avions acheté à l'époque à Gaumont, dans les archives Gaumont. Tous ces plans-là sont achetés chez Gaumont et Pathé. Et on voit un panoramique qui monte des pieds et qui la transe vers le corps. Il y a un passage dans Nulle part dans la maison de mon père où elle disait « je monte sur la table et des pieds je sentais les frémissements qui remontaient, etc. » C'est exactement cette séquence. C'est-à-dire cette relation dont vous parliez avec Ombre Sultan, cette relation entre... l'amour, la fantasia aussi, entre l'image, le discours cinématographique et le discours littéraire, cette espèce d'intégration totale, d'appropriation permanente, elle mettait en scène des mots. Elle n'était plus un simple écrivain, et un jour elle m'a écrit juste après avoir fini la Cerda, et quand elle a fait l'amour, la fantasia, elle m'a dit « Ahmed, lis bien le livre et regarde, jamais plus je n'écrirai comme avant ». Définitivement, le cinéma a marqué mon écriture. Alors, on parlait de haine, on parlait d'acharnement, on parlait de persécution contre S.H. Ball en tant que réalisatrice. C'est après tout ça qu'elle a décidé de se retirer du monde du 7e art? Elle n'a pas décidé de se retirer. Elle a toujours essayé de faire des films. Justement, j'écris en me disant... Mais on compte que 2 films, là. D'accepter qu'elle ait renoncé. Elle n'a jamais renoncé. On l'a empêchée de faire des films. Par exemple... On l'a découragée. Elle a présenté à un ministre de la Culture un projet qui s'appelait La beauté de Youssef. Je en parlais tout à l'heure. Le film était presque sur le point de se faire. Et puis tout d'un coup, ce ministre m'appelle en me disant c'est pas possible de le faire parce qu'il y a le sacré, il y a les femmes de... tout le discours dominant. Ça recommence avec l'année de l'Algérie. On me demande d'appeler à Serge Ball. Je l'ai appelée, elle a participé, elle a accepté de participer en montant un opéra qui est Les filles d'Ismaël, qu'elle avait monté à Milan et en Sicile. On commence à travailler, sa productrice travaille, les choses avancent. J'ai d'ailleurs le texte chez moi encore de cet opéra. Et rebelote, on lui dit « Ah non, 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 les filles d'Ismaël, il y a les femmes du prophète, on ne peut pas le faire, etc. » Et on me demande, moi, d'appeler à cette part pour dire qu'il fallait renoncer au sujet. Évidemment, j'ai quitté le staff de la Cure parce que je lui ai dit, maintenant, je ne peux pas rester. Voilà. C'est cette fidélité. Être fidèle et voilà. Et donc, avec l'Algérie, ça a été, à la fin de sa vie, un rapport serein ou un rapport toujours conflictuel? C'était difficile parce que tant de choses, par exemple, cette affaire de l'Algérie, elle a vécu comme une trahison, comme un coup de couteau dans le dos. Elle a eu tellement de coups, tellement d'insultes. Son admission à l'académie, elle a été traînée dans la boue par des gens qui étaient quelquefois derrière son cercueil, plus tard, qui en ont fait des fonds de commerce. Bon, c'était terrible. Comment voulez-vous simplifier un rapport? Elle aimait l'Algérie charnellement. Elle avait un amour pour ce peuple, pas seulement, parce que ce n'est pas suffisant d'aimer l'Algérie, il faut aimer les Algériens et les Algériennes. Elle les aimait et elle l'écrivait avec amour. Mais c'était les intermédiaires entre elle et le peuple qui étaient son problème. Et quand je l'ai rencontrée, c'était lors d'un atelier d'écriture. Sa préoccupation, c'était le début du hijab qui s'installait en Algérie. Elle en était malade, elle dit vraiment, ça, nous allons vers la dérive. C'est impossibilité de s'approprier son corps. À un moment, elle raconte dans le livre que chez elle, elle met un air dans la tête et elle danse. Et elle montre, ce que vous aviez dit tout à l'heure, l'importance que ça avait pour elle de se réapproprier son corps. De même lorsqu'elle parle des trans de ses aïeuls qui n'ont rien d'autre à faire. Les danses de France, etc. Karim, si tu permets, sur le plan cinématographique, dans mes recherches pour notre ami Ahmed Bdjaoui, elle avait en 1995 réfléchi sur un film qui s'intitule Anza, en triptyque berbère. Anza. Bon, quand j'ai fait ma conférence ce mardi 6 vous avez expliqué ce que c'est Anza? Bouira, on m'a expliqué parce que... Mais vous apprenez vite quand même. On m'a dit que c'est truc de rappel, de flashback, etc. Et on m'a expliqué que sur le plan phonologique ou phonétique,
linguistique, il y a des apparentés avec Anzar. Anzar, la source, je crois. Anzar, je ne sais pas, on m'a dit ça. Donc il y a cet élément. Un roman et un scénario de Bouguermour, c'est sûr. Bouguermour a fait un livre. Il a fait un livre aussi. Mais pour Assia Djebar, Anza, A-N-E-Z-A, virgule, triptyque berbère, qu'elle n'a pas pu produire complètement. Oui. Voilà, c'est pour l'information que j'ai trouvée dernièrement. Comme dans Langue morte, Oran Langue morte, etc., c'était des ébauches de synopsis, de scénarios qu'elle a écrits parce qu'elle n'arrivait pas à trouver moyen de les réaliser. Mais son désir de cinéma a été immense et contrarié. Aussi immensément rêvé qu'immensément contrarié. Alors, Assia Djebar, je le rappelle encore une fois, une figure de l'aube. Il en est question ce soir, cultureclub@20tv.dz. Rebonsoir Mohamed Robalou. Bonsoir. Universitaire, écrivain, poète, nouvelliste, je le rappelle encore une fois. Alors, avant d'aborder le côté, j'allais pratiquement dire, Assia Djebar et le journalisme, quelle est l'œuvre de cette dernière qui vous a le plus parlé ? C'est-à-dire l'œuvre dans sa totalité, parce qu'elle résume un parcours existentiel de toute une vie, qui est jalonné par sa formation initiale d'historienne. Parce qu'on oublie souvent qu'elle a eu une formation d'historienne, qu'elle a un diplôme d'études supérieures en histoire. Tous ces romans tournent autour de l'histoire. Il y a une recherche terrible avant l'écriture. Exactement. Donc, tout à fait. Une bibliothèque. Pour les blessures mémorielles. Effectivement. Il y a cette relation. Donc, le choix pédagogique à l'université, c'est l'histoire. Et cette histoire a influencé énormément son parcours et son itinéraire social et littéraire. C'est pour cette raison qu'elle a pu mettre en relief dans tous ses ouvrages cette dynamique historique de notre pays, de l'Algérie, dont elle était véritablement charnellement amoureuse. Et là, une petite anecdote, une réalité, c'est un point très important. Lors de son intronisation à l'Académie française en 2005, donc, elle a pris l'épée de son aïeul qui était le résistant de la tribu des Bni Mnasser en 1871, donc Melk el-Berkani. Donc, pour montrer que la résistance continue même au sein de l'Académie. C'est-à-dire, c'est un courage extraordinaire de mettre en évidence tout ce passé, tout ce flashback de son histoire des aïeuls de la tribu des Bnassar qui est juste à côté de Cherchel. Donc, dont faisait partie sa mère et la tribu maternelle. Donc, c'est pour cette raison qu'elle consolidait cette relation extraordinaire entre l'arabe et le berbère. Et cette dynamique historique a permis à Assia Djebar de s'investir complètement dans les créneaux historiques en tant qu'historienne et enseignante d'histoire. Il ne faut pas oublier le côté pédagogique et pédagogue de Assia Djebar, d'une part. D'autre part, c'est la première femme cinéaste algérienne. Je pense qu'Ahmed Bdiaoui a mis en relief toute cette dynamique historique de la production littéraire La Nouba des femmes du Manchenois et La Zerda et les chants de l'oubli avec Aneza plus triptyque berbère, etc. Donc, les deux films qui ont été produits par la télévision algérienne ont montré cette relation évidente avec l'histoire de notre pays et la parole des femmes. Donc, si on voit cette dimension triangulaire dans l'œuvre d'Assia Djebar, il y a le témoignage d'une époque. Il y a le témoignage, si l'on veut, d'une résistance, et il y a le témoignage individuel. Donc, il y a ce concours de ces trois segments, de ces trois vecteurs déterminants dans l'écriture d'Assia Djebar, on voit que le passage de l'histoire vers, d'une part, l'écriture dramaturgique. C'est la première dramaturge algérienne. Elle a écrit, quand elle était journaliste à El Moudjahid, entre 58 et 60, au niveau de Tunis, Rouge Lobe, avec son mari Ouldrouis, dont le pseudonyme est Walid Qarn. Donc, il y a toute cette dynamique. D'ailleurs, cette pièce a été mise en scène par Ouldrouis en juillet 69 lors du premier festival panafricain. Donc il y a toute cette dynamique, cette relation de la femme écrivain, mais il y a également ces ramifications historiques qui interviennent. Et son rapport journalistique, justement. Voilà, pour en parler justement. Ouais. Quand elle a quitté Paris avec sa licence d'histoire en 58 avec son mari qui était recherché, Ouldrouis, ils sont installés en Tunisie. Il y avait l'équipe d'El Moudjahid, Rida Malek, il y avait France Omar Fanon, parce que le nom de guerre de France Fanon c'est Omar. Et il y avait donc Abdelkader Kalash, etc. Il y avait les Cholés, et bon, il y avait Mohamed Yazid, etc. Il y avait toute une équipe. Et là, elle s'est impliquée. Elle était toute jeune, donc elle avait 20 et quelques, 22 ans pratiquement. Et là, parce que
et elle a écrit Journal d'une maquisarde, c'est-à-dire ce sont des reportages qui ont été effectués auprès des réfugiés algériens qui souffraient pieds nus, affamés, maltraités, bombardés, le napalm et tout ça, et ils rentraient en Tunisie pour essayer d'avoir un peu de vie, entre guillemets. Donc, et je rappelle très rapidement que son lieu de naissance, dans mes recherches universitaires, en tant qu'enseignant à la faculté, et donc toujours née le 4 août 1936 à Cherchel. Eh bien non, elle n'est pas née à Cherchel, elle est née à Mihoub, le 4 août 1936, wilaya de Médéa. Donc il y avait une certaine polémique qui s'est dégagée dernièrement à Cherchel. Oui. Non, mais elle nous appartient. Oui, elle appartient par son père Cherchel, etc. Mais comme il était enseignant, Parlez-moi aujourd'hui, parce qu'il nous reste moins de 12 minutes avant la fin de l'émission, de la résonance des travaux et des œuvres, donc justement, d'Essa Jebbar en direction de la jeune génération aujourd'hui. Comment ces univers sont-ils perçus, justement avec cette distanciation? De quelle façon aujourd'hui on l'approche à travers justement la rencontre hommage que vous avez organisée il y a juste quelques semaines? Voilà, justement, il y a quelques semaines. À Cherchel. À Cherchel, on m'a posé la question, est-ce qu'il va y avoir une femme algérienne, écrivain, qui va, j'aime pas dire écrivaine, hein. Femme écrivain c'est beaucoup mieux. Elle disait écrivaine. Voilà, effectivement. Donc je disais bon, واحد يقول لك أحلام صغنمي, واحد يقول لك ربيع جلطي, etc. Donc chacun énoncé une figure d'écriture algérienne. Mais je pense que la dynamique, j'ai répondu en ce qui concerne Himalayan Fatima Zahra dans le pseudonyme artistique Assia Jebbar pour essayer de camoufler à ses parents qu'elle écrivait, donc en 1957 chez Julia. Que vous a-t-on dit? Quel a été le discours donc justement de la génération d'aujourd'hui dans les univers souvent tourmentés historiques d'Assia Jebbar? Oui, pas plus tard qu'il y a quelques jours à Bouira, on m'a dit, voilà, c'est une femme qui a permis une forme de libération de la parole féminine. Justement, parce qu'à Cherchel, il y a le Passu, il y a la Kasbah de Cherchel, donc, qui l'a impressionné. Et là, elle a mis en relief cette volonté de sortir de cet enfermement. J'ai écrit dans Al-Watan en 91-92 un article assez long qui s'intitule la violence du silence, la violence du silence. Parce qu'elle met en relief, les femmes de Cherchel portent le haïk et avec un seul œil, comme nos femmes de Ghardaïa. C'est les mêmes caractéristiques socioculturelles. Donc, avec un seul œil, elle écrit beaucoup sur cette dynamique, cette démarche de la gazelle, etc., dans les rues de Cherchel. Et surtout, elle a eu ce mouvement de naissance à Mihoub, Wilaya de Médéa. Ensuite, son père a été affecté à Mouzayaville. Elle a appris, elle était jeune, elle était à l'école coranique, ensuite à l'école française, donc elle maîtrisait l'arabe. Et là, comme a dit notre ami Nadia Sepri tout à l'heure, en ce qui concerne la traduction du roman de Nawel Saadawi, une voix en enfer. Dont elle a fait la préface. Dont elle a fait une très bonne préface, effectivement. Donc cet itinéraire qui m'a intéressé, et là, donc, en étant la première dramaturge femme algérienne avec Rouge Lobe, en 1960 écrit en Tunisie, et en même temps le FLN l'a envoyé à enseigner au Maroc l'histoire du Maghreb. Donc c'est très important. En communication d'hommage, si vous le permettez de vous interrompre, il y a eu seulement il y a quelques jours à Bouira, donc justement un hommage à Assia Jebbar, et en parallèle il y avait une journée autour de la création de la femme, et tenez-vous bien, la salle de conférence était pratiquement vide, alors que toutes ces femmes se sont dirigées vers tout ce qui est traditionnel, folklore. Ça c'est réellement malheureux. Dernière question avant d'aborder la dernière ligne droite et poser encore une fois les dernières questions à notre quatrième et dernière invitée. Le rapport de la jeune génération, la résonance des univers d'Essa Jebbar en direction des jeunes, Mohamed Robalou. Justement, très rapidement, beaucoup de jeunes m'ont sollicité pour faire beaucoup de conférences des universitaires. Même à l'université avec les Mohamed El Hadj à Bouira, ils m'ont sollicité pour venir faire des conférences chez eux, à Cherchel aussi. Ils sont intéressés, même au lycée de Mselmoun, qui est à 20 km de Cherchel. Ils m'ont invité pour faire une conférence auprès des lycéens pour mettre en évidence cet itinéraire combattant, militant et d'écriture de Assia Jebbar. Donc il y a toute une dynamique, et même à Tizi Ouzou, etc., ils me sollicitent, les gens de l'Arba'na Thalathin, pour faire une communication sur Assia Jebbar. On me sollicite un peu de partout pour... Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, donnez-nous cette dimension de libération de la femme à travers les œuvres d'Assia Jebbar.
Très bien. cultureclub@tv.dz. Joël Amhis, avant d'aller vers non, juste Nadia une petite Sapri. remarque. Oui, bien sûr. J'étais normalienne en 1939. À cette époque-là, Assia Djebar était en 6e à Blida et on parlait d'elle pour sa prise de conscience. Elle tenait tête au professeur pied noir de l'époque. Ça m'avait frappé à l'époque-là et j'ai gardé cette image de femme ayant pris conscience de l'histoire de l'Algérie. Rebelle, exactement. Tout à fait, rebelle. Elle était en 6e, elle tenait tête à ses professeurs français. Ouais. Vous voulez... Juste une chose, c'est qu'il y a des milliers de thèses sur Assia Djebar C'est impressionnant. dans le monde. C'est impressionnant. Et par exemple, en Algérie, il n'y a pas une seule thèse sur Assia Djebar cinéaste. Il n'y a pas un seul mémoire sur Assia Djebar. C'est quand même un gouffre d'oubli qui est immense. D'ignorance. Un oubli volontaire. Et si je dois rajouter à votre agacement, Monsieur Bdjaoui, c'est qu'en France, en janvier passé, il y a une bibliothèque qui porte le nom, qui a été inaugurée, elle porte le nom de Assia Djebar. Il y a une rue devant la rue Colette, la rue Duras, qui porte le nom de Assia Djebar. Et Assia Djebar qui est la nôtre, parce que autant elle est la nôtre, oui. Hein, autant on n'a pas considéré cela et on est en train de... Je veux faire la transition avec Madame Amhis qui parlait de Assia Djebar quand Assia Djebar montrait un petit peu sa fougue, sa passion et en même temps sa retenue, parce que c'est une femme qui a beaucoup de retenue. On peut vérifier qu'elle a parlé de Ahmed Bdjaoui. Elle a beaucoup de tendresse pour Ahmed Bdjaoui, pour celui qui l'avait écouté pour le cinéma. Et ça, c'est très intéressant que Ahmed Bdjaoui on avance un petit peu avec le cinéma ici à Djebar, parce que c'est vrai qu'il y a des thèses à travers le monde, mais... il y a beaucoup de points qui n'ont pas été exploités. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées, notamment le cinéma. Moi, je viens d'apprendre beaucoup avec vous, Monsieur Bdjaoui, avec Amhis, etc. Vous devriez revenir souvent ici. Oui. Moi, j'avais envie d'évoquer par rapport à l'Ivresque. L'Ivresque, quand on a fait les 2 numéros voilà. où elle est à la une. Ses rapports avec les langues, son pays, mais également ses amis, jusqu'à sa disparition. Absolument. Donc, on ne va pas répéter l'histoire. On sait qu'en 1957, elle a écrit La Soif. La Soif qui vient d'être rééditée par les éditions Barzac et on est très content parce qu'il ne faut pas perdre un petit peu Quelle liberté de cette jeune fille qui part de cet Alger et cette Algérie extraordinaire. Elle sort aussi en 1958, donc les Impatients, le livre Les Impatients, et là elle dit qu'il est plus étoffé que La Soif, parce que La Soif elle l'écrit en 30 jours. C'est un pari avec son amoureux, donc elle se permet, pour voir un peu le talon. Et puis un petit peu dans quel esprit elle était. Plus tard, elle revient avec les enfants du Nouveau Monde, donc en 1962, et là c'est en juin 1962, on n'est pas encore, il n'y a pas encore l'indépendance, mais il y a ce pressentiment avec l'indépendance. Et il a été, donc c'est là la une de l'Ivresque, on a parlé du cinquantenaire de ce roman, qui a été réédité par les éditions Le Seuil. Pourquoi a-t-elle réellement choisi le roman et les univers de Nawal Saadawi, par exemple, un peu plus tard, de Salah Gamrich? Avant d'arriver à cela, Karim, si vous permettez, moi j'ai envie de rester dans cet âge. Donc elle a 21 ans, elle a écrit La Soif en un mois, elle vient avec Les Impatients 1 an et demi. Un an, donc 57-58. Et ensuite, c'est très important de revenir aux dates parce qu'il faut un petit peu dérouler ce temps pour comprendre l'Algérie. Parce qu'à travers l'étude de Assia Djebar, à travers ce qu'elle a vécu cette femme, ce qu'elle a drainé comme douleur et comme force et comme talent et comme femme de... et comme haine aussi. Oui, haine des autres, mais pas haine d'elle vis-à-vis de cela. C'est très important, Monsieur Ahmed Bdjaoui, c'est très important un petit peu de revenir sur cette jeunesse, parce qu'elle est jeune, là, elle est jeune. Plus tard, elle revient avec, comme vous dites, avec d'autres romans, et puis elle arrive aussi avec les préfaces de Nawal Saadawi. Donc, Nawal Saadawi, la grande féministe. Tout à fait. La grande... Et puis, moi, j'avais envie d'évoquer Nawal Saadawi par rapport à Firdaus
La Voie de l'Enfer. C'est là où elle va faire la préface Assia Djebar. Et ce livre-là, il est empli de douleur par rapport au corps de la femme. La femme laminée, la femme laminée, la femme honnie, la femme excisée, la femme honnie par la mère, parce qu'elle parle de Ferdows, qui est le personnage de Nawal Saadawi. La femme victime d'une société matriarcale. Mais quand on connaît Nawal Saadawi, son engagement était vraiment... Il est extraordinaire. Le monde, je pense que le monde a besoin d'Assia Djebar, a besoin de Nawal Saadawi, a besoin de nouvelles herbes un petit peu qui vont venir. Pas la littérature de convenance, des conventions. On parle de la littérature qui sort des tripes. Et Assia Djebar, pour revenir un petit peu sur les dates, moi, chaque fois que j'essaye parce que je fais un travail sur elle, bientôt je vais sortir un livre sur elle parce qu'elle me passionne tellement, elle m'habite tellement, elle m'explique ce qu'est l'Algérie. En fait, Assia Djebar... Après les sanglots de Césarée, cher. Voilà, c'est la fille de Césarée. Exactement, tout à fait. On se demande si c'est pas... De votre roman. On se demande si Assia Djebar n'est pas aussi la Cléopâtre sélénée des lieux, aussi. Hein, pour encore rajouter. On ne va pas dans les phrases alors, comme ça rajouter. Comme il nous reste moins de 5 minutes, alors on va revenir donc justement sur les univers tourmentés et empreints de beaucoup de douleur de Nawal Saadawi. Je pense c'est ce qui a conditionné Assia Djebar à être en dialogue. Je voulais parler surtout des préfaces. Avec elle, donc, elle fait la préface d'une grande féministe Nawal Saadawi à travers le monde. Nawal Saadawi, honnie par l'ordre établi, honnie par l'Égypte, par le monde. Et pourtant, elle est connue aux États-Unis, elle est connue à travers le monde. Elle fait des prophètes en son pays. Parce qu'elle libère la femme. Assia Djebar aussi, elle libère la femme. Et puis, pour revenir aussi aux préfaces, elle a préfacé aussi Salah Gamriche, puisqu'elle est passionnée aussi des langues. Donc, elle va passionner le livre de Gamriche qui parle des... je pense c'est les 400 mots. Oui, je pense que c'est... il y a en fait les mots de la langue française d'origine arabe. Et elle dit sur ces mots... 800 mots arabes d'origine arabe 800, dans la langue je n'ai pas le... J'ai le livre. Je n'ai pas le... En fait, je n'ai pas le... Il approche presque les 1000, ce que j'ai entendu dire. Le chiffre, mais vraiment un chiffre presque important. 1000. C'est le livre que j'ai, c'est 800. Ouais. J'ai envie de revenir aussi sur autre chose qui est important. Son rapport aux arts plastiques. Voilà, son rapport avec les arts plastiques. Et nous, à Livresque, le magazine Livresque, il a repris un article quand elle a écrit sur Baya. Et donc, André Breton parle de Baya comme Baya la fusée. Et elle, donc, au journal Nouvel Observateur, elle va parler aussi de Baya et elle va emprunter, en fait, la phrase d'André Breton. Et moi, j'écoutais attentivement ce qu'il disait, Ahmed Bjaoui, parce que c'est un témoignage sur le vécu, et puis il a côtoyé l'académicienne. Je vois aussi, quand elle écrit sur Baya, elle a ce regard... c'est comme si elle faisait encore elle est face à la caméra, face un petit peu à... Parce que qu'est-ce qu'elle dit dans cet article? Elle dit: je ne suis pas le premier spectateur, je suis le dernier et je suis derrière la toile. Donc vous imaginez, elle est partout et nulle part en même temps, Assia Djebar. Vous voulez dire par là qu'il y a encore des ondes, Moi, je veux dire par là, oui, rien n'a été exploité. Encore dit, exploité. Mais aussi à voir dans ses jaquettes de romans des toiles de peintres. Et absolument, elle passait un temps vraiment très long à faire le choix de la peinture qui allait avec la jaquette. Mais c'est une réponse aussi à Eugène Delacroix du tableau d'Alger dans leur appartement. En 1839, donc c'est très important. C'est une forme de réponse des siècles après, un siècle après. Moi, je pense que ce recueil de nouvelles les femmes dans leur appartement, les femmes d'Alger dans leur appartement, elle a été quand même un petit peu... Elle a interprété le regard de Eugène Delacroix, qui était quelque peu un regard intrus, un regard... qui a violé ou qui a défloré l'espace féminin, le harem. L'intimité. Donc l'intimité. Elle a été un petit peu... Et en même temps, elle se justifie. J'avais envie, avant de terminer, Karim, si vous permettez... Elles auront les derniers mots, les femmes. Ça, vous l'aurez certainement remarqué. Et c'est déjà la fin de l'émission. Karim, je vous ai dit, Assia Djebar, connaître Assia Djebar parallèlement, on connaît l'Algérie. Tout à fait. À travers, pour ne pas commettre les bévues, pour ne pas commettre... Aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant de dire, est-ce qu'il y aura la relève? Elle est exceptionnelle, Assia Djebar. On se demande, il faut faire 50 ans d'écriture avec un tel
engagement pour pouvoir dire est-ce qu'on va la remplacer ou pas, parce que vraiment elle a souffert. Et on n'a pas besoin de la remplacer non plus, on a besoin d'entendre de nouvelles voix et lire de nouvelles approches de la jeune génération. Vous savez pourquoi je dis ça, Karim? Parce que quand il y a eu des années noires, par exemple, de l'Algérie, c'était la femme qui a osé hausser le ton par amour pour l'Algérie. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire. Chacun prend un axe un peu pour parler d'Assia Djebar, mais on a l'impression qu'elle est concernée totalement par l'Algérie. Et nulle part dans la maison de mon père, elle l'a écrit, elle était aux États-Unis. Elle lit le journal, elle voit une bombe, elle se fait éclater, une kamikaze qui se fait éclater en Israël. Et puis, elle a 16 ans, cette gamine. Elle se rappelle de ses 16 ans. Et ces 16 ans... Ce qui a donné naissance à... Ce qui a donné naissance aux 30 dernières pages de Nulle part dans la maison de mon père. Et pour un peu finir, j'avais envie de dire que moi, dans mes lectures, parce que c'est ma rencontre littéraire avec Assia Djebar, je l'ai souvent comparée à Hannah Arendt. C'est la Françoise Sagan musulmane, l'autre est la fille venant d'ailleurs. Les deux ont fait des périples et des pérégrinations. L'autre de l'Allemagne vers les États-Unis, Assia Djebar, Alger, Paris, des États-Unis aussi. L'une, elle fait la réflexion sur elle fait un livre sur la réflexion, la banalité du mal. Et moi, dans la banalité du mal, je rencontre Djebar dans les 30 pages de Nulle part dans la maison de mon père. Et bien évidemment, Hannah Arendt, elle est connue pour l'opinion. Qu'est-ce que c'est le concept de l'opinion? J'ai l'impression que Assia Djebar, l'opinion de ce qu'elle a donné dans son œuvre de 50 ans, on trouve dans Hannah Arendt. Une seconde, là, je voulais parler de la... 2 secondes. Je n'entends que vous. Dans Les enfants du Nouveau Monde, elle montre que des visages de femmes extraordinaires et elle montre la transgression de l'espace public par une femme qui sort de sa claustration, qui est obligée de sortir pour sauver son mari et qui va se retrouver dans la société qu'elle n'a jamais connue avec le voile. Et alors elle nous renvoie le regard des hommes sur elle qui la disloque totalement. Absolument. C'est un passage magnifique. Et voilà, vous l'aurez certainement remarqué, Assia Djebar, l'historienne, l'écrivaine, la poète, la réalisatrice, la cinéaste, la journaliste, son rapport justement à Nawal Saadawi, à Salah Gemrich, mais également à Baya, tout ça a été décrypté, certainement. Une émission ne suffirait pas. À suivre, allez, à suivre. L'ouvrage, je ne vous le cache pas, qui a conditionné la réalisation de cette émission a été celui de Johor Amhi Souksal. Il a pour titre, elle a emprunté bien sûr à l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, Mohamed Dib, qui avait énormément d'amour et de respect aux ouvrages, et aux univers de Assia Djebar. Ça s'appelle Assia Djebar, une figure de l'aube. Ça a été réellement sa thématique, je vous le rappelle. C'est un ouvrage à voir, à acheter, à offrir. C'est aux éditions Casbah. Ça a été... Je peux rajouter une phrase rapidement, très rapidement. Rapidement, Assia Djebar et les langues. Donc la langue française, c'est la langue de l'extérieur, de l'écriture, de la découverte. La langue arabe, c'est la langue de l'amour maternel, c'est la langue de la récitation coranique et l'épaisseur de la poésie arabe. Donc voilà, avec tout ça, Madame Amhi, si vous permettez, elle a réconcilié les deux rives, quoi. Alors, les enfants du Nouveau Monde, Nulle part dans la maison de mon père, Ombre Sultane, La Soif, que sais-je encore, loin de Médine, et des ouvrages que vous retrouverez chez les bons libraires, comme celui de Johor Amhi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Madame Amhi. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup d'avoir dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, justement, sur la dépossession d'une des plus grandes voix algériennes. Merci beaucoup encore une fois, Ahmed Bejaoui. Merci à l'universitaire, à l'écrivain également, Mohamed Rebalou. C'est elle qui est l'immortelle. Exactement ça. Et puis merci à vous, Nadia Sapri. Merci de votre fidélité à nos programmes sur Canal Algérie et de Culture Club. Je le rappelle encore une fois que vous retrouvez tous les dimanches en direct du studio. Un qui rappelle de très très bons souvenirs à Ahmed Bejaoui dans Téléciné Club qui nous renvoie vers les années 60, 70, 80 jusqu'à la fin des années 80. Gardons le contact sur notre adresse cultureclub@20tv.dz et que la nuit vienne reposer et apaiser nos esprits souvent tourmentés. À la semaine prochaine. Merci mesdames, merci messieurs.